Un an avant la finale de l'édition 1991, Bob Dwyer, l'entraîneur de l'équipe d'Australie, appelle un par un tous ses joueurs au téléphone et leur demande d'ouvrir une bouteille de champagne pour fêter le titre de l'Australie. C'est-à-dire que la confiance de Bob Dwyer est telle qu'il est persuadé d'avoir fait tout le boulot, que tout est mis en place, que rien ne peut empêcher les Wallabies d'être champions du monde dans un an. Ils ne savent pas qui ils affronteront, mais en tout cas, cette confiance-là prouve que le travail effectué par cet entraîneur hors norme, Bob Dwyer, certainement celui qu'on peut considérer comme le premier entraîneur professionnel du rugby, ce travail-là est un travail de titan, d'une précision exceptionnelle et mérite certainement de sabrer le champagne. Et d'ailleurs, un an plus tard, l'Australie sera sacrée championne du monde. À l'Arms Park de Cardiff, les Gallois, mais aussi le monde du rugby découvrent les Samoans. Les Samoans, c'est quasiment l'équipe bis de Nouvelle-Zélande, parce que la plupart des joueurs qui évoluent dans cette équipe du Pacifique vivent à Auckland et à Christchurch. Les Samoans vont faire un début tonitruant dans cette compétition. Non seulement ils vont battre le Pays de Galles à Cardiff, mais en plus à l'époque où aujourd'hui on parle beaucoup des commotions cérébrales et des KO à répétition, 3 joueurs gallois vont sortir sur civière. Alors ça n'a rien de drôle, mais il faut savoir qu'à ce moment-là, les Samoans, qui sont des plaqueurs et des défenseurs terrifiants, on les appellera ensuite les coupeurs de tête, vont asséner une série de plaquages qui restera dans les mémoires. Ce match-là, moi je le vois à la télévision avec les joueurs anglais dans leur retraite, et les joueurs anglais se retournent vers moi et me disent « Eh bien, heureusement que ceux-là, on ne les a pas dans notre poule », pour vous dire à quel point les Samoans avaient marqué les esprits lors de cette édition 91. On cherche toujours un joueur emblématique dans une Coupe du Monde. En 1991, ça va être facile. Il s'agit de l'ailier australien David Campese, d'origine italienne. David Campese, c'est ce génie qui ne s'occupe pas du jeu de ses partenaires, mais qui est capable de trouver des solutions offensives que lui seul peut mettre en place sur un terrain. Tout le monde connaît son pas de loi, ses feintes de passe, ses accélérations. Ce véritable athlète, atypique, un peu une sorte de libéraux dans le rugby, va prendre le ballon en demi-finale d'entrée de jeu contre la Nouvelle-Zélande. C'est à Dublin, c'est un des plus gros matchs de cette édition 91. Il prend le ballon, il est sur l'aile droite, il va traverser le terrain en largeur et aller marquer sur le côté opposé en passant en revue 14 défenseurs néo-zélandais pour finir par une feinte face à son plus terrible vis-à-vis, John Kirwan, qui avait été le héros de l'édition 87. Et comme si ça ne suffisait pas, David Campese va sceller le succès de son équipe face à la Nouvelle-Zélande en servant d'une passe à l'aveugle Tim Horan, son 3/4 centre, sur une action dont il a le secret, emmenant face à lui 3 défenseurs et servant d'une passe par-dessus l'épaule Tim Horan qui va marquer en coin. David Campese n'aura pas la chance de marquer un essai en finale, mais tout ce qu'il a fait durant les matchs de poule et la phase finale lui permettra de rentrer dans la légende de la Coupe du Monde. On vous avait menti, on nous avait menti, parce que l'International Board avait bel et bien décidé qu'il y aurait 2 éditions de la Coupe du Monde, une en 1987 pour voir et une en 1991 pour savoir. Et donc effectivement, ce qu'ils ont su, c'est que non seulement elle était pérenne, mais qu'en plus elle allait rapporter un peu de sous et faire des bénéfices. Cet argent a été placé sur quelques paradis fiscaux, en particulier en Hollande, mais surtout l'International Board s'est dit que ça lui permettrait de renflouer ses caisses durablement et sans doute d'irriguer le rugby mondial pour aider les nations en voie de développement.